L'atmosphère était lourde, presque suspendue dans l'air glacé du sud de la Russie. Sur la base aérienne de Morzovsk, tout semblait figé entre la routine et la fête. Les pilotes du régiment de bombardiers célébraient l'arrivée du Nouvel An, insouciants, rassemblés autour de tables improvisées, alors que sur le tarmac, 18 Su-34 reposaient, prêts à décoller le lendemain pour une mission dont la portée dépassait tout ce que l'on pouvait imaginer. Ces appareils, symboles du pouvoir aérien russe, venaient d'être armés pour ce qui devait être une offensive d'envergure au petit matin du 1er janvier. Les hangars bruissaient encore de bruits métalliques, de rires, de discussions étouffées. Personne ne pouvait imaginer que cette nuit allait tout changer, non seulement pour cette base, mais pour l'équilibre stratégique d'une guerre qui s'enlisait depuis des mois. Car derrière le calme apparent, quelque chose d'autre se tramait. À des centaines de kilomètres de là, dans une salle discrète de l'ouest de l'Ukraine, un groupe d'officiers observait les mêmes images satellites depuis plusieurs jours. Chaque mouvement sur le tarmac de Morzovsk était noté, chaque chargement de missiles Kh-59 soigneusement analysé. Ce n'était plus une simple observation, c'était une veille, une attente précise, un compte à rebours silencieux. Ils savaient que la Russie préparait une frappe coordonnée contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Leur plan était de plonger des millions de foyers dans le noir, de couper le chauffage, l'eau, la lumière, au cœur de l'hiver. Un scénario brutal, presque ritualisé, censé frapper l'esprit du peuple ukrainien au moment symbolique de la nouvelle année. Mais cette fois, l'Ukraine ne comptait pas attendre. L'état-major avait déjà donné un nom à son opération, Minuit de fer. Un nom discret, presque poétique, pour une mission d'une audace sans précédent. Le but était simple en apparence, mais d'une complexité extrême. Neutraliser les bombardiers avant qu'ils ne puissent décoller, avant qu'ils ne franchissent même la ligne d'horizon. Détruire, non pas les conséquences, mais la cause même de la prochaine offensive. Tout devait se jouer en quelques minutes, avec une précision chirurgicale, sans que l'appareil ukrainien franchisse la frontière russe. C'était un pari risqué, mais aussi une démonstration de la nouvelle doctrine militaire ukrainienne, frapper au bon moment, au bon endroit, sans bruit et sans gloire apparente. Pendant que les minutes s'égrenaient du côté russe, l'autre camp préparait son unique chasseur MiG-29, spécialement modifié pour cette mission. Dans la pénombre d'une base aérienne ukrainienne, le pilote prenait place dans son cockpit, concentré, silencieux. 8 missiles de croisière Storm Shadow, d'origine franco-britannique, étaient fixés sous les ailes. Chacun d'eux valait plus de 2 millions de dollars, mais leur efficacité n'était plus à prouver. Conçus pour voler à basse altitude, ils pouvaient traverser des centaines de kilomètres sans être détectés avant de frapper leur cible avec une précision redoutable. Dans la radio, aucun mot inutile. L'ordre était simple, presque solennel. Décoller, atteindre la zone de lancement, verrouiller la cible, puis disparaître. À ce moment précis, personne ne pouvait imaginer la portée du geste. Ce vol, apparemment ordinaire, allait redéfinir les contours d'une guerre déjà marquée par la technologie et l'adaptation. C'était une réponse à des mois de frappes incessantes sur les infrastructures civiles ukrainiennes. C'était aussi un message, clair et calculé, destiné non seulement à Moscou, mais au monde entier. Le combat ne se jouerait plus seulement sur le champ de bataille, mais dans la maîtrise du temps, dans la capacité à anticiper l'attaque avant qu'elle ne devienne réalité. Les heures s'écoulaient lentement, puis la nuit tomba. Sur la base russe, les lampadaires projetaient des halos pâles sur les silhouettes des avions, prêts à rugir au matin. À des kilomètres de là, dans le ciel noir, un avion ukrainien filait en silence. Personne ne pouvait le voir, personne ne pouvait l'arrêter. L'opération venait de commencer, et l'histoire, elle, venait de basculer. Abonnez-vous pour découvrir la suite de ce rapport, où nous révélerons ce qui s'est réellement passé sur cette base dans les dernières minutes avant minuit, et comment un seul vol a bouleversé tout un plan militaire. Le silence avant la tempête. Dans le ciel de l'ouest de l'Ukraine, un MiG-29 avançait à très basse altitude, si près du sol que son ombre se confondait presque avec celle des arbres et des champs gelés. À bord, le pilote gardait les yeux rivés sur les instruments, chaque vibration de l'appareil résonnant dans son casque comme un battement de cœur. La mission avait été préparée dans le secret le plus total. Aucune communication radio, aucun signal identifiable. Les coordonnées de la cible avaient été saisies manuellement. Les 8 missiles Storm Shadow dormaient encore sous les ailes, mais le moment approchait où ils seraient libérés dans la nuit. La distance avec la frontière russe se réduisait.
Les montagnes se dessinaient à l'horizon. Et quelque part, derrière ces collines, l'objectif se trouvait. La base aérienne de Morzovsk, un site stratégique dont la destruction pouvait inverser le cours de la guerre. Au même instant, sur cette base, les officiers russes levaient leurs verres. Les pilotes se préparaient à saluer la nouvelle année. Des éclats de rire montaient des baraquements. Le commandant de l'escadron, un vétéran des premières années du conflit, venait de confirmer les derniers ordres pour le lendemain. Décollage à l'aube, direction les installations électriques de Dnipro, Kharkiv et Poltava. L'opération devait être massive, coordonnée, presque symbolique. Moscou voulait frapper fort au premier jour de l'année, un geste politique autant que militaire. L'illusion de la supériorité aérienne semblait totale. Personne ne soupçonnait que, dans l'obscurité à des centaines de kilomètres de là, quelqu'un s'apprêtait à réduire à néant ce plan minutieusement préparé. Lorsque le MiG-29 atteignit le point de lancement, il réduisit encore son altitude. L'écran principal affichait la distance restante, quelques secondes avant la zone optimale. Le pilote vérifia les coordonnées une dernière fois, inspira lentement, puis enclencha la séquence d'armement. Les missiles furent prêts à être largués. 8 points lumineux apparurent sur le radar, chacun destiné à un secteur précis de la base. Le parking principal, le dépôt de carburant, les hangars de maintenance, le bunker de commandement. L'ordre était clair, aucune perte civile, aucun tir aléatoire. Chaque frappe devait toucher une cible militaire, et seulement celle-là. Dans le casque du pilote, la voix du contrôleur de mission retentit brièvement, un simple code, sans explication. Il comprit que c'était le moment. Les missiles furent libérés un à un, dans un mouvement presque fluide. À chaque largage, l'appareil se délesta légèrement et la tension dans le cockpit se fit moins lourde. Les Storm Shadow s'éloignaient à une vitesse incroyable, leur moteur se déclenchant quelques secondes plus tard, les propulsant vers la frontière russe. Leur trajectoire avait été calculée avec une précision extrême. Ces engins volaient à très basse altitude, suivant le relief du terrain, presque invisible pour les radars. Ils utilisaient des systèmes de guidage combinant GPS et imagerie de terrain, capables d'ajuster leur cap en temps réel. C'était la technologie européenne la plus avancée mise au service de l'Ukraine. Une preuve que la guerre moderne se gagnait autant par la précision que par la force brute. Pendant ce temps, sur la base de Morzovsk, la nuit se poursuivait normalement. Les systèmes de défense aérienne étaient en veille. Les opérateurs du S-400 et du Pantsir S-1 échangeaient distraitement, fatigués par la routine et par les fêtes. Les lumières des pistes brillaient faiblement. Les avions étaient alignés, pleins de carburant, armés de leurs missiles, prêts à partir à l'aube. Puis, tout changea en quelques secondes. Les radars détectèrent une série d'échos faibles, se déplaçant à grande vitesse, mais si bas que les signaux semblaient se perdre dans le relief. Le premier officier crut à une erreur technique. Il relança le système, vérifia les coordonnées, mais les points réapparurent, plus proches cette fois. Le commandant du centre de contrôle ordonna de passer en alerte, mais l'ordre arriva trop tard. Les sirènes se mirent à hurler, un son déchirant qui fendit la nuit. Les équipes coururent vers leur poste. Des véhicules démarrèrent, les soldats se dispersèrent sur le tarmac. Dans les hangars, des mécaniciens lâchèrent leurs outils, ne comprenant pas ce qui se passait. Le vacarme des alarmes se mêlait aux cris. Puis, la première explosion éclata. Un souffle gigantesque secoua toute la base. Le premier missile venait de percuter le dépôt de carburant. La déflagration fut telle que les vitres des bâtiments à plusieurs centaines de mètres volèrent en éclats. Une colonne de feu monta dans le ciel, transformant la nuit en jour. Les réservoirs explosèrent les uns après les autres, projetant des torrents de flammes sur les avions stationnés à proximité. 3 Su-34 furent instantanément enveloppés par le feu, fondant littéralement sur le tarmac. Les pilotes qui tentaient d'atteindre leur cockpit furent projetés au sol par la vague de choc. À peine quelques secondes plus tard, le deuxième et le troisième missile frappèrent la zone principale du parking aérien. Les charges pénétrantes des Storm Shadow traversèrent les dalles en béton avant de détonner, soulevant un nuage de débris et de flammes. Les avions alignés furent soufflés les uns après les autres. L'air se chargea de fumée, de poussière et de carburant brûlé. Les sirènes des véhicules d'incendie se mirent à hurler, mais il était déjà trop tard. L'onde de choc avait tout ravagé. Dans le centre de commandement, les communications étaient coupées. Les opérateurs tentaient de rétablir les liaisons radio,
mais les systèmes avaient été détruits par la dernière salve. Chaque minute qui passait apportait une nouvelle explosion. Les munitions entreposées dans les hangars commencèrent à s'enflammer, déclenchant une réaction en chaîne. Les flammes atteignirent les abris où 2 autres Su-34 étaient en maintenance. En quelques instants, les structures s'effondrèrent sur les appareils. À des kilomètres de là, les satellites militaires occidentaux captaient les images du désastre. La base apparaissait comme un immense brasier visible depuis l'espace. Les analystes confirmèrent rapidement l'ampleur du choc. 18 bombardiers hors d'usage, un centre de commandement anéanti, des dépôts de munitions détruits, une base paralysée. L'opération avait duré moins de 15 minutes. En Ukraine, le pilote du MiG-29 venait de franchir à nouveau la frontière, son appareil indemne. Il n'avait pas prononcé un mot. Sa mission était accomplie. Ce qui venait de se produire dépassait l'aspect purement militaire. C'était un message politique et psychologique. L'Ukraine venait de démontrer qu'elle pouvait frapper au cœur du dispositif russe, non pas par la force du nombre, mais par la précision, l'intelligence et le timing. Moscou, pour la première fois depuis le début du conflit, se retrouvait prise de court. L'un de ses régiments les plus prestigieux venait d'être effacé de la carte, sans qu'un seul avion ukrainien ne soit entré dans son espace aérien. Cette nuit-là, la puissance de la Russie avait vacillé, et avec elle, une partie de la confiance qui tenait son armée debout. L'aube se leva sur un paysage de ruines. Des carcasses d'avions tordus gisaient sur la piste, les traces de pneus fondus dans le bitume. Les secours arrivaient de toute la région, mais il n'y avait plus rien à sauver. Les caméras de surveillance, quand elles furent retrouvées, montraient des images surréalistes, des ombres courant sous des gerbes de flammes, des véhicules projetés par les explosions, des pilotes regardant, impuissants, leurs appareils partir en fumée. En quelques minutes, la Russie venait de perdre non seulement une flotte entière, mais une part de son prestige. L'impact stratégique allait être colossal. Abonnez-vous pour la dernière partie, où nous reviendrons sur les conséquences de cette frappe, les réactions internationales et la façon dont cet événement a redéfini la guerre moderne à travers le monde. Au lendemain de cette nuit qui allait marquer un tournant dans le conflit, les premières images satellites confirmèrent ce que les analystes occidentaux craignaient à peine de croire. La base aérienne de Morzovsk n'était plus qu'un champ de ruines fumantes. Les drones d'observation montraient un spectacle apocalyptique. Des carcasses d'avions brûlés alignées sur ce qui restait du tarmac, des hangars effondrés, des cratères béants creusés dans le béton par l'impact des missiles. L'un des plus grands dépôts de carburant de la région avait explosé, envoyant pendant des heures d'immenses colonnes de fumée noire dans le ciel du sud de la Russie. Les habitants des villages environnants rapportèrent avoir entendu les détonations jusqu'à 50 km à la ronde, pensant d'abord à un accident industriel avant que la réalité ne s'impose d'elle-même. Dans les heures qui suivirent, le Kremlin resta silencieux. Aucun communiqué officiel, aucune déclaration publique. Mais sur les canaux internes, c'était la stupeur. 18 bombardiers Su-34, considérés comme l'un des piliers de la flotte russe, venaient d'être détruits en une seule frappe. C'était la perte la plus importante de l'aviation russe depuis le début du conflit. Les commandants de l'armée de l'air furent convoqués d'urgence à Moscou. Les services de renseignement tentaient de comprendre comment une telle attaque avait pu contourner les défenses les plus modernes du pays. Les radars S-400 et Pantsir S-1 étaient réputés capables d'intercepter n'importe quelle menace aérienne. Mais les missiles Storm Shadow, en volant si bas et avec une trajectoire irrégulière, avaient rendu ces systèmes presque inutiles. Pour les ingénieurs militaires, ce fut un choc technique et doctrinal. À Kiev, l'atmosphère était bien différente. Sans triomphalisme, sans célébration, mais avec une profonde satisfaction mêlée de gravité, les responsables militaires suivirent les rapports qui confirmaient le succès de l'opération. La frappe avait atteint tous ses objectifs. Aucun missile n'avait été intercepté, aucun appareil ukrainien n'avait été abattu. L'opération avait été menée entièrement depuis l'espace aérien ukrainien, ce qui en faisait un exploit technologique autant qu'un acte de défense préventive. Les stratèges ukrainiens savaient que ce succès allait au-delà du champ de bataille. Il redéfinissait la perception même de la guerre moderne. Il ne s'agissait plus de répondre à une attaque, mais de la prévenir, de la neutraliser avant qu'elle ne devienne inévitable. Dans les jours qui suivirent, les médias internationaux se saisirent de l'affaire. À Londres, Paris, Washington,
les plateaux d'analyse stratégique s'enflammèrent. Les experts décrivirent l'opération comme une leçon de guerre du XXIe siècle, un modèle d'efficacité combinant renseignement, technologie et précision. Le New York Times parla d'un point de bascule dans la doctrine militaire moderne. En France, les analystes soulignèrent le rôle déterminant des missiles Storm Shadow, résultat d'une coopération industrielle entre Paris et Londres, devenu symbole de la solidarité occidentale envers l'Ukraine. En Allemagne, les réactions furent plus prudentes, mais l'évidence s'imposait. Kiev venait de démontrer qu'elle pouvait frapper des cibles stratégiques profondes sans recourir à des attaques massives. La Russie, de son côté, tenta de minimiser les pertes. Les chaînes de télévision d'État parlèrent d'un incident limité, mais les images satellites contredisaient ce récit. Les blogueurs militaires russes, pourtant généralement alignés sur la propagande officielle, publièrent des messages accablants, dénonçant des failles dans le commandement et un manque de vigilance. Certains évoquèrent même la négligence des officiers de la base qui avaient réduit leurs effectifs pour le réveillon. L'affaire devint un symbole d'humiliation, comparé dans certains cercles à la perte du croiseur Moskva. En interne, plusieurs commandants furent relevés de leurs fonctions, mais le mal était fait. Le choc psychologique dans les rangs de l'armée russe fut immense. Les semaines suivantes, la stratégie aérienne du Kremlin dut être entièrement revue. La Russie dispersa ses appareils sur plusieurs bases secondaires, renforça les défenses autour de ses aérodromes et imposa des patrouilles permanentes. Mais cette réorganisation, coûteuse et complexe, ralentit considérablement les opérations aériennes sur le front ukrainien. L'impact immédiat se fit sentir. Les bombardements massifs contre les infrastructures ukrainiennes cessèrent presque entièrement pendant plusieurs semaines. Kiev profita de ce répit pour réparer des centrales électriques, renforcer ses défenses antiaériennes et rétablir les lignes d'approvisionnement dans l'est du pays. Sur le plan moral, c'était une victoire inestimable. Dans les coulisses de l'OTAN, cette frappe devint un cas d'étude. Les états-majors occidentaux analysèrent chaque détail de l'opération, la coordination, la sélection des cibles, la synchronisation entre les systèmes de guidage et les plateformes de lancement. Les leçons tirées de Morzovsk allaient influencer la planification militaire pour les années à venir. L'idée même de frapper préventivement des infrastructures aériennes ennemies avant leur emploi effectif prit une nouvelle dimension. Ce n'était plus seulement une tactique ukrainienne, c'était une démonstration mondiale de ce que la guerre de précision pouvait accomplir lorsqu'elle était fondée sur la patience, la technologie et l'analyse. Pour la population ukrainienne, la nouvelle se répandit rapidement. Dans les rues de Kiev, d'Odessa et de Lviv, les habitants apprirent avec un mélange de fierté et d'émotion que la flotte responsable des bombardements de décembre avait été détruite. Les réseaux sociaux s'emplirent de messages de reconnaissance envers l'armée, mais aussi de prudence. Chacun savait que la guerre n'était pas finie et que la Russie chercherait à répliquer. Pourtant, cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, l'Ukraine se sentit un peu plus en sécurité. Les sirènes d'alerte restèrent silencieuses, les coupures d'électricité se firent rares, et dans les foyers, on parla de cette victoire comme d'un signe que la ténacité pouvait encore inverser le cours des choses. Des mois plus tard, les enquêtes militaires confirmèrent que cette opération avait empêché un désastre humanitaire. Si les bombardiers avaient décollé comme prévu, près de 40% du réseau électrique ukrainien aurait pu être détruit en une seule vague d'attaque. Des millions de civils auraient été privés d'électricité, de chauffage, d'eau potable, en plein hiver. L'opération préventive de Morzovsk avait donc sauvé d'innombrables vies, en plus d'avoir infligé un coup économique et psychologique dévastateur à Moscou. Sur le plan international, cet événement modifia profondément les perceptions. Les alliés occidentaux renforcèrent leur soutien militaire, convaincus que chaque missile livré pouvait réellement changer le cours du conflit. Les discussions à Bruxelles et à Washington s'orientèrent vers la fourniture d'armes à plus longue portée, tandis que les pays neutres, jusqu'alors réticents, commencèrent à réévaluer leur position. La diplomatie russe tenta de dénoncer une escalade dangereuse, mais la communauté internationale y vit avant tout une réponse mesurée et légitime à des mois de bombardements contre des cibles civiles. Ainsi, ce qui n'était au départ qu'une opération secrète devint l'un des épisodes les plus emblématiques de cette guerre. Non seulement pour son efficacité militaire, mais pour ce qu'elle symbolisait, la résilience, la stratégie et la capacité d'un pays à se défendre avec intelligence face à un adversaire plus puissant.
L'histoire retiendra sans doute Morzovsk comme bien plus qu'une simple base détruite. Ce fut le moment où la guerre changea de visage, où la logique de la peur céda la place à celle de la précision, où l'espoir reprit une forme tangible. L'Ukraine avait frappé non pour se venger, mais pour survivre. Et dans ce geste, elle avait trouvé la preuve qu'elle pouvait non seulement résister, mais l'emporter.